Bonjour à tous. Alors, je vous propose qu'on commence. Alors, on est très heureux de vous retrouver pour notre webinaire annuel consacré aux indexations tarifaires. Je suis Camille Blanc-Vanet, actuaire depuis, ça y est, depuis 10 ans. Je suis senior manager chez Actuelia. J'ai toujours travaillé comme consultante, alors auprès de différents types de structures, des mutuelles, des IP, des sociétés d'assurance, avec des missions variées, que ce soit en régie ou en interne. Et j'ai notamment beaucoup travaillé sur le processus de souscription et d'indexation tarifaire. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean-Nicolas. Alors moi, je suis Jean-Nicolas Mariet, je suis aussi consultant senior manager chez Actuelia depuis 3 ans, où je travaille essentiellement sur les parties tarification, souscription en assurance de personnes. Et je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce troisième webinaire consacré aux indexations. On a commencé en 2020, le premier webinaire sur les indexations qui étaient plutôt ciblées santé par rapport aux impacts du Covid. Et on est très content de parler de santé et prévoyance pour cette année. Effectivement, un troisième année, le premier en 2020, parce que le contexte était particulièrement atypique et incertain avec le Covid. Finalement, on se retrouve 2 ans après et le contexte est toujours incertain. Alors, pour d'autres raisons, on le verra, mais cela continue de complexifier le sujet des indexations tarifaires. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter notre retour un peu d'expérience, les éléments à prendre en compte dans vos indexations, notre vision du marché. Alors, cette vision du marché, elle est issue des échanges qu'on peut avoir avec les clients avec lesquels on travaille, de notre analyse des consommations. Et bien sûr, ce sera pas forcément, chaque point ne sera peut-être pas forcément en lien direct avec votre portefeuille. Il faudra le mettre en perspective avec les garanties et les portefeuilles que vous pouvez. Mais normalement, ça va vous donner une bonne idée des éléments à prendre en compte dans vos indexations. Alors, je vous propose peut-être avant, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui nous connaissent moins, vous présenter en quelques mots le cabinet. On entame, là, au 1er octobre, notre 10e saison. On est aujourd'hui plus de 30 consultants avec des domaines d'expertise de plus en plus larges. Jean-Nicolas vous en reparlera. Mais on accompagne plus de 120 clients. On doit réaliser, oui, plus de 150 missions différentes par an pour des mutuelles, des institutions de prévoyance, des assureurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui plaît à nos clients, alors au-delà bien sûr de notre expertise, c'est notre proximité, notre pédagogie. On essaye toujours de proposer des solutions adaptées à vos structures, avec derrière l'idée aussi de la montée en compétences de vos équipes et des directions. Notamment pour ça, on transmet tous nos fichiers Excel. Alors, c'est quelque chose qui est très apprécié de nos clients, mais aussi de la CPR parce qu'il y a une vraie transparence et une vraie volonté de monter en compétences des équipes et de soutien aux équipes. Alors, en termes de mission et d'accompagnement qu'on peut réaliser, on va avoir évidemment tout ce qui va être en trait avec Solvabilité 2, des travaux de fonction clé actuariat, des travaux d'ORSA, et c'est un sujet qu'on redéveloppera avec Camille au long de toute la présentation. Les travaux de qualité de la donnée, vous savez que la donnée, c'est un peu le nerf de la guerre de l'actuaire. Et puis, tout ce qui va nous accompagner aujourd'hui, le suivi technique, les travaux de souscription et de tarification, de création de nouvelles gammes. On crée chaque année des gammes pour différents acteurs. Et puis, par rapport à tout l'aspect de pédagogie, on réalise énormément de formations au sein du cabinet auprès de tout public, que ce soit des administrateurs de mutuelles ou d'institutions de prévoyance, que ce soit la direction générale, des opérationnels actuaires, mais également des équipes commerciales si nécessaire. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui vous intéresse parce qu'on a eu plus de 500 inscriptions, là on est plus de 200. Je crois que voilà, le nombre d'inscriptions a été encore supérieur à l'année dernière. Donc, on voit que c'est un sujet qui vous intéresse. Des clients nous ont même un peu appelé avant ce 20 septembre parce que pour préparer leur conseil d'administration, pour préparer leurs indexations, pour préparer leurs ORSA. Donc, c'est une problématique qui nous anime depuis le début de l'année, depuis le 1er septembre à peu près. Et l'objectif va être de vous présenter les différents éléments à prendre en compte dans vos indexations tarifaires. Alors, bien sûr, l'estimation des dépenses de santé pour 2023, mais aussi les stratégies d'équilibre technique, les stratégies de résultat. Et on verra que sur ce point-là, le marché évolue. L'évolution de vos effectifs, l'évolution éventuelle de la réglementation. Donc, on va balayer tous ces aspects. Pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat
et on y reviendra plutôt à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez les poser en cours de route et on y reviendra à la fin. Alors, tout d'abord, on va faire un petit retour sur 2021 et puis essayer de finir de projeter l'année 2022 avec les consommations, en tout cas le suivi du risque. Tout d'abord, en santé, on a analysé quelques SFCR dans lesquels on a pu regarder les évolutions des prestations entre 2020 et 2021. Et on note qu'il peut y avoir des écarts de manière assez importante, entre 2 et 13% d'évolution du montant des prestations payées. Alors, on savait que 2020 était une année atypique due au Covid, qu'il y avait énormément eu, compte tenu des confinements, de soins qui n'avaient pas été réalisés. Et finalement, en 2021, on retrouve un rattrapage des soins. En revanche, ça explique une partie de la hausse, mais clairement, il y a le 100% santé qui a produit énormément d'effets dès 2021. Et quand on regarde l'indice qui a été publié par l'adresse de la consommation médicale, on a une augmentation des dépenses de santé de l'ordre de 8%. Et quand on regarde les évolutions sur le portefeuille qu'on a pu analyser, on est aux alentours de 7% d'évolution de la consommation. Les effets du 100% santé, ils sont relativement importants. Et quand on regarde les détails, la réforme a clairement produit ses effets en 2021. Alors d'abord parce qu'elle était à l'arrivée à son terme de déploiement. Mais quand on regarde au niveau du dentaire, on s'aperçoit que le taux de recours au 100% santé est de l'ordre de 55%. C'est au-delà de ce qu'on avait pu prévoir quand on avait calculé les impacts du 100% santé. Mais surtout, cette hausse du taux de recours, en parallèle, il y a une hausse des consommations, du poids global des consommations de plus de 40% sur le dentaire. Donc, on a aujourd'hui des contrats, des portefeuilles où la partie dentaire peut représenter 30 à 35% des prestations, ce qui est un peu du jamais vu et ce qui interroge aussi, on en reparlera tout à l'heure, sur même la facturation des professionnels de santé. Au niveau de l'audioprothèse, on a un taux de recours de 40%. Bien évidemment, ça dépend des types de portefeuilles. On peut avoir des portefeuilles où c'est un peu plus entrée de gamme, où l'audioprothèse sera un peu plus importante. Ce taux de recours de 40%, il a eu aussi une hausse des consommations de plus de 200% sur les portefeuilles. Alors, contrairement au dentaire, l'audioprothèse représentait 0,5 à 1,5% de vos consommations, donc le fait que ça double a un impact un peu plus limité, mais on voit quand même des hausses de consommation sur l'audioprothèse. Et puis, dernier poste, l'optique. L'optique où le taux de recours au 100% santé est limité, et d'ailleurs les pouvoirs publics s'en inquiètent un petit peu, et une hausse des consommations en 2021, mais qui est plus liée au rattrapage des effets de la crise sanitaire. Le ministère de la Santé évoquait le chiffre de 10 millions de Français qui ont recours au 100% santé, donc on voit clairement que le dispositif est un dispositif qui est nécessaire et qui était attendu, mais qui induit des hausses relativement importantes sur vos portefeuilles en termes de consommation. Donc ça, c'est ce qu'on observait sur 2021. Sur 2022, on a déjà 8 mois d'observation et c'est ce qui va vous servir pour définir vos indexations tarifaires, les consommations de 2022. On voit que le 100% santé continue de produire ses effets sur le dentaire. Le dentaire continue de progresser. L'année dernière, on s'était posé la question de savoir est-ce que l'augmentation qu'on observait en dentaire en 2021 était uniquement due ou un rattrapage des soins, ou alors est-ce que c'était quelque chose de plus structurel lié au 100% santé. A priori, cette hausse semble pérenne et semble s'expliquer par une augmentation du coût des soins par bénéficiaire. Là aussi, utilisez vos suivis techniques pour essayer de voir est-ce que votre dentaire est resté à un niveau élevé et comment est-ce qu'il s'explique. Est-ce que c'est qu'il y a plus de consommants ou est-ce qu'il y a plus, ou alors est-ce que le coût unitaire est plus élevé? Nous, on penche plutôt vers cette deuxième option. Pour l'audioprothèse, là aussi, on peut être étonné parce que le 100% santé était rentré pleinement en vigueur en 2021 et donc on a effectivement vu beaucoup de nouveaux bénéficiaires en 2021. Et on aurait pu penser que tous les premiers bénéficiaires l'avaient fait l'année dernière au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. Quand on discute avec nos clients, quand on regarde les portefeuilles, on se rend compte que sur 2022, on a encore finalement primo-accédants à des équipements optiques. Alors, plutôt à des équipements d'audioprothèse, plutôt sur les portefeuilles âgés, bien sûr, mais on se rend compte finalement que des assurés s'équipent pour la première fois en 2022. Et on se posera la question et pour 2023. Donc, toujours des niveaux élevés en audioprothèse. Pour le post-hospitalisation, sur les 8 premiers mois de l'année,
on voit des disparités selon nos clients. Chez certains, les niveaux ne sont toujours pas revenus à ceux qu'ils étaient avant le Covid, c'est-à-dire avant 2020. La question, est-ce qu'il y a encore des déprogrammations ou alors est-ce qu'il y a des retards de facturation? Donc, il faudra là aussi analyser vos portefeuilles. Mais ces sujets, l'analyse de ces postes, l'analyse et les discussions avec nos clients nous poussent à penser que pour 2022, on peut estimer une dérive des dépenses de santé de 3%. Alors, après la santé, la prévoyance. Au niveau de la prévoyance, quand on regarde l'année 2021, en termes de décès, elle est restée à peu près correcte, avec des résultats qui étaient à peu près relativement bons. En 2022, quand on regarde les derniers chiffres publiés par l'INSEE, on s'aperçoit qu'à fin août, on a à peu près autant de décès déclarés qu'en 2021, donc on est sur une tendance à peu près similaire. Par contre, il y a deux points d'attention. D'abord, sur des portefeuilles individuels. Certains d'entre vous ont des portefeuilles un peu vieillissants et clairement, le risque de mortalité sur ces portefeuilles-là est exponentiel. Donc, il faut quand même avoir un suivi un peu particulier. Et puis, la problématique du décès, c'est qu'il faut avoir assez de volumétrie. Et donc, du coup, sur des portefeuilles de 10 000, 15 000 têtes, l'impact que vous visualisez peut être un risque qui est très, très bon cette année. L'année prochaine, il sera peut-être juste bon ou un petit peu moins bon dans la mesure où vous n'avez pas la taille critique en termes de décès. Donc, en termes de 2021-2022, on est plutôt sur des années qui, a priori, seraient correctes. En revanche, au niveau de l'arrêt de travail, on s'est aperçu en 2021 d'une augmentation de la durée moyenne des arrêts, ainsi que des fréquences. Donc, pour le coup, un vrai impact, avec un maintien des salariés, ou en tout cas des populations en arrêt de travail, et un taux de passage en invalidité qui n'a pas encore explosé. Et donc, on aurait pu s'attendre finalement à ce que le maintien de l'incapacité soit suivi d'une hausse sur l'invalidité, et ce n'est pas encore le cas. Alors, la problématique, c'est que l'arrêt de travail, c'est maximum 3 ans, l'incapacité. Et donc, si on prend le début du Covid de 2020, et puis les arrêts qui ont commencé aussi fin 2019, qui ont pu être un peu prolongés, on aura la vision consolidée par rapport à l'invalidité uniquement début d'année prochaine, courant d'année prochaine. Et donc, un vrai sujet pour le taux de transformation, quelque part le taux de passage en invalidité à surveiller dans vos portefeuilles. A priori, l'année 2022 reste sur une tendance relativement importante sur l'arrêt de travail en termes de prestations payées. Alors, pour l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Comment définir au mieux vos indexations tarifaires? Pour ça, il faut bien sûr regarder, essayer d'estimer les dépenses de santé de l'année prochaine. Alors, voilà les premières tendances et notre retour d'expérience, c'est que la hausse du dentaire semble structurelle. C'est-à-dire que les niveaux élevés qu'on a observés en 2021-2022 devraient se poursuivre en 2023, sans forcément qu'ils augmentent par rapport à 2022, mais les niveaux devraient rester à ceux d'aujourd'hui. Il y a deux incertitudes sur d'autres postes, sur le poste hospitalisation. Alors, à terme, il n'y aura plus de déprogrammation. À terme, on sait que le niveau d'hospitalisation va revenir à celui qu'il était avant la crise du Covid. La question, c'est quand? Je pense que pour 2023, on peut s'attendre, pour ceux qui n'avaient pas retrouvé leur niveau, à une reprise de niveau. Sur l'équipement d'audioprothèse, la question, c'est est-ce que finalement, ce qu'on observe, y a-t-il encore de nouvelles personnes à équiper? Alors, statistiquement, la réponse est oui. Il y a plus de 35% des plus de 75 ans qui ont besoin d'être équipés et tout le monde n'a pas encore été équipé. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Là aussi, il faudra analyser vos portefeuilles et des suivis assez réguliers. Ça, c'était plutôt sur les postes, les grandes familles d'actes. Ensuite, qu'est-ce qui peut augmenter les dépenses de santé? L'inflation. Là, c'est le sujet d'actualité. On y reviendra un peu plus tard avec des taux, mais oui, le coût de la vie augmente. Et forcément, les professionnels de santé, les établissements de santé vont avoir des coûts fixes, des charges plus élevées et vont pouvoir peut-être le répertorier, pourraient le répercuter sur les actes et sur le coût des actes. Un autre élément, c'est le contexte macroéconomique. Il y a de l'inflation, les entreprises vont mal. Et on sait que quand les gens ne vont pas bien, ils ont tendance à prendre plus soin d'eux, et ce qui pourrait conduire là aussi à une augmentation de la consommation
de frais de soins. Et puis enfin, alors là, c'est plutôt sur les portefeuilles collectifs, l'impact de la réforme des retraites. Alors, c'est dans les tuyaux. On sait qu'a priori, l'âge devrait augmenter. Mais derrière, la conséquence, c'est que finalement, on aurait des actifs, une moyenne d'âge d'actifs un peu plus élevée. Et donc, progressivement, vos portefeuilles collectifs auraient des âges un peu plus élevés. Alors, l'impact ne sera pas immédiat sur 2023, mais il faut quand même l'avoir un peu en tête dans vos indexations. Alors, il y a 2 ans aussi, il y a eu le lancement de la résiliation intra-annuelle des contrats. Donc, on est sur un dispositif qui a un peu plus de 18 mois. Globalement, on a eu une peur au moment de ce lancement-là. On en avait discuté en 2020 et en 2021. On a eu une peur de l'augmentation de la résiliation. Certains d'entre vous ont noté des effets immédiats au départ, au lancement, et puis finalement les résiliations sont un peu calmées. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on note, c'est qu'en individuel, la RIA fonctionne et les départs compensent à peu près les nouvelles arrivées tout au long de l'année. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, ce ne sont pas les jeunes plus que les seniors. Finalement, tous les types de profils utilisent la RIA. Donc, c'est vraiment un dispositif qui a été adopté par tout le monde de manière identique. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est peut-être des effets d'une certaine saisonnalité dans la RIA. Peut-être que le 31 décembre ne sera plus la date de résiliation, mais peut-être qu'il y aura des effets avec un impact, pourquoi pas à la rentrée en septembre, pourquoi pas au mois de juin. Et ça, aujourd'hui, on est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, dans vos suivis techniques, avoir les aspects RIA qui ressortent de façon à voir un peu quel type de population et s'assurer qu'effectivement, vous, dans vos portefeuilles, il n'y a pas une population spécifique qui résilierait plus, c'est un vrai sujet. Au niveau du collectif, la RIA est utilisée, mais de manière un peu plus limitée. On a vraiment l'habitude du 31 décembre, de cette négociation de fin d'année, et finalement, la RIA va être utilisée plus parce qu'on n'a pas eu le temps de finaliser une négociation ou pour des problématiques de gestion. Certains gestionnaires ne peuvent pas absorber toute la charge au 31 décembre et du coup déportent sur le trimestre d'avant ou le trimestre d'après. Cette RIA, en fait, elle s'est couplée avec le 100% santé. Et finalement, le 100% santé est venu écraser un peu les gammes. C'est-à-dire que dans le niveau entrée de gamme, il y a plus de garanties qu'avant. Dans le niveau de gamme, il n'y en a pas beaucoup plus. Mais globalement, votre gamme, qui était peut-être avait un rapport de 1 à 3 entre le prix de l'entrée de gamme et le prix de l'autre gamme, on est venu resserrer les prix de 1 à 2. Et du coup, finalement, par ce resserrement des prix, il y a peut-être une partie des adhérents qui restent sur le niveau entrée de gamme ou qui souscrivent directement aux entrées de gamme, qui étaient finalement assez peu utilisés dans les gammes actuellement, mais on voit de plus en plus de gens sur ces niveaux. Et donc, la RIA va peut-être permettre à des gens qui étaient sur les niveaux intermédiaires de venir adhérer sur des entrées de gamme. Et donc, attention au transfert dans vos portefeuilles et vous vérifiez que du coup, vos tarifs sont en adéquation. Le dernier point un peu structurant aussi, un des derniers points structurants concerne le PMSS. On en a beaucoup parlé dans la presse, on en a beaucoup parlé, la FNMF aussi l'a évoqué. On serait sur une hausse attendue entre 5 et 6% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Alors, en individuel, le PMSS joue à la marge pour peut-être quelques garanties de temps en temps, mais globalement, c'est sur le collectif où il y a un vrai sujet au niveau du libellé de vos contrats collectifs, de savoir si votre portefeuille et vos contrats ont des cotisations pourcentage PMSS, puisque effectivement, pour les contrats qui sont déficitaires, il y a peut-être un coup de pouce du PMSS. Par contre, il y aura peut-être aussi une ouverture des négociations sur des portefeuilles qui sont bénéficiaires aujourd'hui et 5-6% d'indexation dans un contexte inflationniste, les entreprises vont peut-être venir renégocier. Donc, attention à bien avoir cartographié vos portefeuilles et à maîtriser au mieux les types de libellés de cotisation. Enfin, on en a un petit peu parlé déjà, l'impact de l'inflation. 2022, elle était estimée à 5,8%. Pour 2023, elle est estimée entre 4,2 et 6,9%, donc des niveaux considérables qui, on l'a vu, impactera les dépenses de santé, mais qui impactera également vos frais de fonctionnement, puisque les salaires, le coût de vos fournisseurs, le coût de l'énergie vont être impactés de cette inflation et donc vont mécaniquement avoir un impact sur votre résultat final.
Alors, en prévoyance aussi, on a quelques sujets. Le premier, c'est une problématique de hausse des taux. L'inflation et la hausse des taux sont deux sujets liés. La guerre en Europe a un impact direct sur le TME, le taux moyen des emprunts d'État, qui certes calcule des provisions techniques vie et non-vie, et également dans vos tarifs obsèques. Et cette hausse des taux a été relativement brutale début 2022 du fait de la guerre. On était sur quelque chose de plutôt flat, ça tournait entre 0,5 et moins 0,5 ces dernières années. Et du coup, le corollaire de cette augmentation du TME à des taux très importants, plus de 2 points pour le mois d'avril ou de mai, c'est venu augmenter le taux technique. Cette augmentation du taux technique, pour votre arrêté au 31 août 2020, elle va avoir un impact sur vos provisions comptables de l'ordre de 2,5 à 3 %. Alors, une hausse des taux impacte à la baisse vos provisions comptables. Donc, on peut avoir un effet. Et puis, corollaire solvabilité 2, votre courbe des taux solvabilité 2 va être revue aussi. Et donc, du coup, dans vos provisions S2, dans vos BE, il va y avoir aussi un impact direct de ces taux, notamment sur toute la partie vie, sur le risque long. Le corollaire à nouveau de ce sujet-là, c'est que ce qui attaque vos passifs attaque aussi vos actifs. Et la hausse des taux vient aussi modifier un petit peu votre structure peut-être d'investissement. Et donc, cette hausse des taux va avoir un impact direct sur vos provisions comptables 2022. Autre sujet, et là, on fera très certainement un webinaire dès qu'on aura plus d'informations, mais on attend une réforme des retraites. Cette réforme des retraites aura un impact direct sur les provisions en cours. Et si toute la réforme des retraites passait immédiatement, on aurait un impact sur les portefeuilles, compris entre 20 et 25 % de hausse des provisions. C'était à peu près l'effet qu'on avait eu en 2011, du passage de 60 à 62 ans. Là, on vise plutôt un passage de 62 à 65 ans. Tous les éléments de cette réforme ne sont pas définis et le taux d'augmentation qu'on affiche là de 20 à 25 %, ça serait si la réforme était immédiatement appliquée. En revanche, il y a toujours une incertitude sur les invalides, de savoir s'ils seraient inclus ou exclus, les invalides en cours, de la réforme, puisque ça permettrait un étalement de la hausse des provisions, puisque l'impact de 20-25 % dans les comptes pourrait être étalé d'un point de vue comptable, comptes sociaux, et d'un point de vue solvabilité 2, il y aura un impact immédiat. Hausse des provisions, mais du coup, hausse des tarifs. S'il y a une réforme des retraites, les âges moyens des portefeuilles, eh bien, ils vont augmenter. Et en prévoyance, l'augmentation d'un an n'est pas forcément linéaire. Quand on passe d'un portefeuille de 43 à 44 ans, on a un impact relativement important sur la tarification en arrêt de travail et puis également en décès. Donc potentiellement, des hausses à venir, mais on n'arrive pas encore à mesurer puisque la réforme est en attente et les débats repartent. C'était un peu calmé après les élections et ils reviennent pour la fin d'année, notamment dans le PLFSS. Donc, on attend d'avoir plus d'infos pour pouvoir revenir avec plus de matière. Alors, on vous a présenté les éléments techniques qui allaient impacter votre résultat, que ce soit en santé ou en prévoyance, ce qui va impacter votre résultat, l'évolution des dépenses de santé, l'inflation, les mouvements de vos effectifs. Et donc, ça va vous donner une idée du résultat avant indexation. Quand vous allez définir vos indexations, il y a un dernier élément et presque finalement le plus important à prendre en compte, c'est quel est le résultat que vous souhaitez atteindre. Si vous êtes en conquête de portefeuille ou plutôt en rééquilibrage, la réponse ne sera pas la même. Pour 2023, on a vraiment le sentiment que la priorité sera au redressement des comptes. Au congrès de la mutualité, d'ailleurs, ils en ont parlé, la santé est un secteur difficile. Les complémentaires santé ont une pression de la CPR à avoir des résultats techniques équilibrés. Et du coup, ce qui conduit, on a le sentiment pour 2023 à mettre une priorité sur le redressement des comptes avec volonté d'un développement rentable, conservation des bons risques, et ce qui veut dire résiliation des mauvais risques avec des indexations importantes. Donc, on est plutôt sur des portefeuilles qui visent un retour à l'équilibre et donc des indexations tarifaires en conséquence. Alors, il y a un dernier point dont on voulait vous parler, et si on payait trop? Parce que finalement, l'indexation tarifaire, c'est un peu le dernier levier, le bouton rouge pour redresser son résultat. Mais il y a peut-être un élément avant à prendre en compte. On en avait parlé lors du webinaire sur la prévoyance,
qui est pour maîtriser son résultat, il faut maîtriser le processus produit. Il faut maîtriser son produit de sa distribution au paiement des prestations. Et on se rend compte que de plus en plus de contrôles sont intégrés chez les acteurs pour détecter la fraude, pour détecter, au-delà des fraudes, des paiements de prestations à tort. Alors, on vous a mis les types de prestations les plus concernés, il peut y en avoir d'autres, mais on retrouve les paiements de prestations ALD, les fraudes de vie dentaire, de vie optique principalement, des doubles paiements. Donc là, c'est vraiment des erreurs opérationnelles à détecter par le contrôle interne et des paiements à tort sur le volet portabilité. On estime qu'en rythme de croisière, le renforcement des contrôles, le renforcement du paiement de ces prestations pourrait faire gagner près de 1 point de P sur C. Alors, vous auriez bien sûr des charges de salaire un peu plus élevées pour, bien sûr, payer les salariés en charge de ces contrôles, mais ce serait largement compensé par le gain économisé en termes de prestations. Au départ, même les premières années, vous allez peut-être pouvoir gagner jusqu'à même 2 ou 3 points de P sur C. Alors, en pratique, on ne peut pas détailler tout le process, mais l'idée, c'est de mettre en place des processus qui vous permettent de détecter ces prestations. Pour les prestations ALD, l'idée, c'est de toper vos adhérents ALD et les prestations payées et s'assurer que vous n'avez pas, qu'un hôpital n'a pas oublié de toper ALD ou un pharmacien ou un professionnel de santé. Et finalement, on se rend compte que ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on pourrait le penser. Pour la fraude au devis dentaire, devis optique, il y a 2 choix. Le contrôle a posteriori ou le contrôle a priori. A posteriori, on arrive à en détecter. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a payé, c'est très compliqué de pouvoir finalement récupérer les prestations payées à tort. Du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à débrancher le robinet, on coupe les paiements automatiques et on analyse les prestations. Alors, je ne vous cache pas que dans les premiers temps, il faut faire attention au risque image parce que si on coupe finalement le paiement automatique, ça devient un peu plus long de payer les prestations. Le temps, en tout cas, de mettre en place un process efficace qui permette très vite de détecter les fraudes. Donc là, je vous invite à finalement à solliciter le contrôle interne. C'est eux qui connaissent au mieux les processus, solliciter le contrôle interne et les équipes de gestion pour mettre en place des contrôles efficaces. Mais voilà, on voulait vous alerter sur ce point parce que des économies réalisées sur ce point-là éviteront derrière de devoir indexer trop fort pour redresser votre résultat. Voilà les éléments importants. Du coup, si on fait une conclusion, déjà, si on se rappelle l'année dernière, alors pour ceux qui étaient présents l'année dernière, Actuelia, dans son webinaire, donc c'est écrit, on peut le retrouver, avait préconisé des indexations entre 4 et 6 %. Finalement, on voit que les complémentaires santé ont appliqué 3,5 %. Parce que finalement, derrière la préconisation technique, il y a la vraie vie. Il y a les négociations commerciales, il y a les négociations politiques. Et donc, notre 4 et 6 % technique devient un 3,5 % sur le marché. Le point sur lequel on veut vous alerter, c'est que l'indexation de 3,5 %, vous l'avez décidé il y a 1 an, et finalement, elle va produire ses effets fin 2022. Donc là, l'indexation s'analyse sur 1 an et demi. Et les indexations que vous allez prendre aujourd'hui pour 2023, vous verrez les impacts finalement dans 15 mois. Et une sous-indexation aujourd'hui impacte finalement les années futures tant qu'on ne redresse pas son portefeuille. Donc ça, c'est un des premiers points qu'on voulait souligner. Alors, c'est une slide que vous aimez bien. On la met régulièrement en formation et on aime beaucoup aussi. Finalement, quels sont les paramètres à prendre en compte par rapport à la santé pour vos indexations? Le premier point, ça va être l'inflation des dépenses de santé, qu'on estime pour 2023 entre 3 et 4 %. Ce 3 à 4 %, il prend en compte les niveaux qui vont rester élevés suite au 100% santé, notamment en dentaire. Il prend en compte le rattrapage, la reprogrammation, le retour à des niveaux antérieurs sur l'hospitalisation. Il prend en compte également l'inflation qui pourrait impacter le coût des actes. Alors, le PLFSS, deuxième inconnu, aujourd'hui, il sera présenté le 26 septembre. Il y a quelques éléments qui commencent à sortir, mais le PLFSS, on ne sait jamais
toujours dans quel sens ça va tomber. Il pourrait y avoir des impacts parfois positifs, c'est-à-dire quand on fait des remboursements de médicaments, ça impacte positivement l'ANERI. Dans le PLFSS sera négocié le PMSS et on aura la vérité du PMSS. Est-ce que ça sera plus 5? Est-ce que ça sera plus 2? Est-ce que ça sera… Bon, en tout cas, on aura à ce moment-là le chiffre qui sera voté pour la fin de l'année à voir les impacts. Il y a aussi un point dont on a un peu moins parlé ici, on en avait plutôt parlé l'année dernière, c'est l'effet âge. Vos cotisations, selon leur structure, intègrent mécaniquement des augmentations liées à l'âge. Donc là aussi, il faut bien regarder que ce soit le cas dans vos portefeuilles, que quand on change de tranche d'âge, soit par tranche ou par âge, il y ait bien l'effet âge qui soit pris en compte. L'effet portabilité, alors ça a été aussi une peur dans la crise du Covid que la portabilité vienne dériver. Finalement, il n'y a pas eu de sujet sur ce point spécifique. Peut-être que là, avec l'inflation, peut-être qu'il y a certaines entreprises qui vont avoir quelques difficultés, donc peut-être un impact de 0 à 1 point selon le type de structure que vous pouvez avoir en portefeuille. Il y a également l'inflation des frais. On a vu l'inflation sur le coût des actes, mais également l'inflation sur vos frais de fonctionnement. Donc là aussi, il faut le budgétiser pour connaître en tout cas une fourchette d'impact. Et puis, la résiliation infra-annuelle, on l'a un peu évoqué. La résiliation infra-annuelle impacte plutôt la partie frais de gestion et normalement, vos process maintenant sont à jour. Par contre, peut-être que si elle s'accélère, il y aura peut-être des sujets techniques avec des résiliations plus rapides et donc, du coup, un amortissement moindre des adhérents sur le long terme. Et donc, finalement, vos frais d'acquisition un peu plus importants. Par contre, et comme l'a rappelé Camille précédemment, le point important et un des points importants au-delà des aspects techniques et des considérations techniques réside dans les indexations des années antérieures que vous avez pu réaliser. Vous avez pu décider pendant la crise, par exemple, de ne pas indexer compte tenu des bons niveaux en 2020. Eh bien, ça a un impact aujourd'hui parce qu'on voit que tous les warnings, tous les voyants sont un peu au rouge. L'inflation des dépenses de santé, l'inflation des frais, une réforme des retraites en attente. Donc vraiment, et puis une volonté aussi de redressement des équipes techniques. Donc, on s'attend vraiment sur cette partie-là à avoir des sujets par rapport aux résultats et ne pas oublier la vision politique et commerciale. Au sein des mutuelles, il y a un conseil d'administration qui va devoir voir les éléments et puis une volonté de développement commercial peut-être sur certaines cibles et donc peut-être des indexations un peu plus limitées. Alors, si on regarde l'individuel, effectivement, les impacts de portabilité ne joueront pas. Et puis, comme on disait sur le collectif, la résiliation infra-annuelle est un peu plus limitée et ne jouera pas. Mais il faudra bien prendre en compte l'ensemble des facteurs. Donc, finalement, pour vos revalorisations, ce qu'il faut prendre en compte déjà, est-ce que je suis sur un portefeuille individuel ou collectif? Bien sûr, ça a un impact, avec l'effet âge notamment. Sur le collectif, est-ce que mes cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou non? Et puis ensuite, se dire que là, on a le sentiment, comme l'a dit Jean-Nicolas, un contexte économique assez incertain, assez difficile, avec cette inflation importante, avec des réformes en attente et en cours, avec une volonté de retour à l'équilibre des portefeuilles. Et donc, on a le sentiment que la majorité des indexations en santé devraient se situer entre 4 et 6 % pour l'individuel, hors FPH, et entre 6 et 8 % pour le collectif, y compris augmentation du PMSS. Concernant spécifiquement la prévoyance, dans la mesure où on a une réforme en attente, on va peut-être avoir un petit peu d'attentisme des acteurs pour savoir ce qui va réellement se passer pour pouvoir indexer les portefeuilles au mieux. Donc peut-être qu'on attendra cette réforme pour ces sujets-là. Par contre, ça n'empêchera pas certains acteurs qui ont des portefeuilles peut-être déficitaires d'aller indexer peut-être de 5 points, voire parfois un peu plus, certains portefeuilles. Mais on sera pour cette année peut-être dans quelque chose de plus limité et d'attentiste par rapport aux réformes à venir. Comme on le disait en introduction, finalement, les points qu'on a soulevés ici dépendent de vos portefeuilles, dépendent de vos frais de fonctionnement, dépendent des garanties que vous proposez. Et donc, pour pouvoir tester l'impact de vos indexations tarifaires, on vous invite vraiment à utiliser, pour nous, c'est le meilleur outil stratégique, c'est l'ORSA. On se rend compte que pour de plus en plus de mutuelles, de plus en plus d'acteurs, l'ORSA est devenu finalement un compte de résultats anticipé. De plus en plus d'acteurs travaillent sur l'ORSA en ce moment. C'est pour ça qu'on a pu échanger un peu en amont avec des structures. En ce moment, elles essayent de projeter au mieux leurs résultats 2022-2023
2024, mais surtout 2022-2023, pour que les budgets de fonctionnement soient cohérents avec les chiffres intégrés dans l'Orsaf, pour pouvoir aussi analyser l'impact d'une indexation tarifaire sur le résultat 2023. Je vous invite à jouer un peu avec l'Orsaf en essayant de se dire, si je n'augmentais pas 2023, quel serait l'impact sur vos résultats en 2023, mais aussi en 2024 et 2025. Et là, vous verrez qu'effectivement, une sous-indexation aujourd'hui impacterait les 3 années suivantes. N'hésitez pas, bien sûr, à solliciter la fonction clé actuariale qui doit être parfaitement intégrée au processus. C'est elle qui peut vous donner des informations sur la consommation, sur les mouvements d'effectifs, sur les éléments à prendre en compte pour estimer au mieux votre résultat. Et puis, tout au long de l'année, vous avez déjà, beaucoup d'entre vous ont déjà des suivis techniques. On travaille beaucoup dessus avec Jean-Nicolas à l'amélioration, alors sans dire l'amélioration, mais la modification des suivis techniques pour intégrer des indicateurs dont vous avez besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, l'indicateur dont on a besoin, c'est comprendre la hausse des dépenses en dentaire. Comme je le dis, est-ce que les coûts unitaires sont plus élevés ou alors est-ce qu'il y a plus de consommation pour essayer de deviner finalement 2023. Sur l'audioprothèse, se dire, quel est le pourcentage de mon portefeuille qui est équipé. Donc, vraiment, vos suivis techniques, ils doivent être renouvelés en permanence avec des indicateurs pertinents et utiles pour vos indexations tarifaires. Et les indicateurs qui vous sont utiles aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes que ceux qui seront utiles l'année prochaine. Donc, nous, voilà, on travaille sur ces mises à jour-là, sur ces éléments-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, vraiment, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux à assister à ce 3e webinaire. Ça nous conforte que c'est un sujet qui vous plaît. Et je vous propose qu'on réponde à vos questions. Alors, on va essayer de les prendre. On va voir si on va prendre quelques instants. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les faire, à nous les mettre dans les questions-réponses. Comment expliquer une hausse aussi importante de 6 à 8% en collectif? Alors, il faut voir que le marché de la santé est un marché relativement concurrentiel et que les portefeuilles collectifs sont parfois un peu tarifés juste à l'équilibre. Et donc, on va avoir un redressement de ces portefeuilles. Et le deuxième sujet du collectif va résider dans la problématique des frais. En collectif, on est sur des frais qui sont généralement négociés entre 12 et 15%. Et dans les indexations, il y a peut-être aussi une volonté de redressement des frais de façon à pouvoir compenser. Aujourd'hui, les acteurs du marché gèrent quand on regarde les études de l'adresse, selon le type d'acteur, entre 19 et 21%. Quand on met 15% de frais en collectif, il en manque un petit peu. Et donc, quand on est tout juste à l'équilibre et qu'on est dans une période inflationniste où il y a eu beaucoup aussi de soins qui ont été réalisés, de consommation qui sont en dérapage, on peut aller sur des hausses qui vont toucher 6 à 8%, notamment quand on est en cotisation en euros. Impact de la hausse des salaires sur les prestations en prévoyance. Alors, effectivement, si les salaires augmentent, les prestations augmentent, mais dans le même temps, il y a quand même les cotisations qui augmentent à due concurrence, sauf le contrat spécifique qui prévoirait le dernier salaire pour le paiement des prestations. Donc, effectivement, ça va augmenter les prestations payées, mais dans le même temps, ça va aussi augmenter les cotisations. Et donc, l'impact de la hausse des salaires augmentera à la fois les prestations et à la fois les cotisations. Donc, normalement, il devrait y avoir exactement. En prévoyance, c'est ce qu'il y a un impact plus important en fonction du type de franchise. Alors, effectivement, on pourrait dire que comme il y a une hausse du nombre d'arrêts, sur les franchises courtes, il y a un impact un peu plus important puisque la durée moyenne s'est allongée. Sur les franchises longues, ça met un peu plus de temps à arriver. Donc, effectivement, en analysant finement, on pourra avoir des impacts un peu différenciés par type de franchise des indexations. Par contre, au niveau de l'impact de la réforme des retraites, elle va principalement impacter la validité. Et donc, ça sera la provisionnalité qui va beaucoup augmenter et également pour la validité en attente. Sur le PMSS 2023, je crois qu'on n'a pas encore… Sur le PLFSS, on n'a pas encore trop d'infos. Et sur le PMSS, effectivement, 5-6, c'était l'étude de la FNMR. On aura peut-être quelque chose de plus limité, mais tant que ce n'est pas voté, on ne saura pas si on ne peut pas, on sera à 3, à 4 ou à 5, on attend les éléments. Alors, on regarde…
Alors, qu'avez-vous observé sur la consommation en optique et sur les hausses des dépassements d'honoraires? Alors, sur l'optique, effectivement, la problématique de l'optique, c'est que c'est un effet yo-yo qui s'est installé après le passage à 2 ans enfin, l'optique tous les 2 ans. Et donc, observer, alors il y a eu un rattrapage des soins 2020-2021, plus un effet yo-yo. Et c'est vrai qu'avoir quelque chose de certain sur ce poste-là, c'est un peu plus compliqué. Après, les consommations optiques restent à un niveau correct. Et sur les dépassements d'honoraires, alors pour l'instant, on n'a pas noté d'éléments majeurs. Par contre, on se dit qu'avec l'inflation, clairement, les médecins vont être peut-être tentés, de ceux qui peuvent en tout cas le faire, de faire des déplacements. Et puis, un ostéopathe, lui, par contre, il va pouvoir augmenter son prix de manière directe s'il le souhaite, en tout cas plus directe. Et donc, clairement, il y aura une problématique là-dessus. Euh, Quel est l'impact estimé de la hausse du SMIC sur les IJSS et en cascade sur les IJ complémentaires? Alors, les IJSS, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers de la prévoyance, sont limités pour les salariés à 1,8 SMIC. Du coup, quand le SMIC augmente, forcément la prestation de sécurité sociale augmente. Du coup, potentiellement, il y a un impact direct sur les IJ complémentaires. C'est que si la Sécu paye un peu plus, vous les payez un peu moins. Donc, il pourrait y avoir un impact à calculer, mais qui ne serait valable que pour les salaires les plus importants, donc sur des régimes peut-être cadres, dans lesquels il pourrait y avoir un impact à la baisse. Alors, sur l'impact de la hausse des taux sur les provisions, ça, c'est presque une bonne nouvelle finalement, c'est que jusqu'à présent, les taux étaient bas, ils étaient à zéro l'année dernière dans le calcul des provisions. Et pour le coup, plus les taux augmentent, plus les provisions baissent parce qu'on a besoin de mettre un peu moins de côté pour payer les provisions futures. Donc ça va être bénéfique pour les portefeuilles non-vie. En vie, ça n'aura pas d'impact en comptable parce qu'on est obligé d'utiliser le taux de la tarification. Mais voilà, sur vos portefeuilles prévoyants, ça va améliorer en tout cas le résultat du fait d'une diminution de vos provisions. En tout cas, nous, on vous remercie de votre participation au webinaire. On vous fera parvenir à tous, à partir du moment où vous avez été inscrits, les supports et la captation. Et puis, si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on est vraiment très content d'avoir pu partager avec vous ces différents éléments. Merci à tous en tout cas, et puis on espère à très bientôt, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir.